grande salle voûtée qui est sans doute un des plus beaux espaces du château et qui, hélas, est sorti du circuit de visite dans les années 1980. Donc, je n'étais pas encore conservateur, mais à une époque où la pénurie de personnel, la stabilité de la voûte elle-même, qui reste à garantir, a donc incité la collectivité et le conservateur à l'époque à renoncer à son exploitation, qui pourtant avait fait l'objet d'un aménagement justement pour y exposer des collections archéologiques. Et c'est intéressant, voilà, donc cette salle qui n'était accessible que par un escalier très pentu datant du Moyen-Âge, avec des marches bien trop hautes pour être pratiquées de nos jours, et alors qui n'est pas l'escalier que vous voyez ici, mais qui serait plutôt à la perpendiculaire, c'est-à-dire, j'essaie de retrouver le curseur, par ici, et qui donne un accès direct depuis la cour intérieure du château. Donc ça, c'est évidemment une vue avant aménagement, datant du début du XXe siècle, comme on témoigne de cette carte postale. Vous voyez que le sol est en terre battue, et c'est précisément dans ce sol en terre battue qu'a été découvert le trésor que nous a commenté Simon Berthaud tout à l'heure. Voilà le plan du château où se trouve cette tour. Donc vous distinguez ici la cour intérieure, qui est ici. L'escalier se trouve, en fait, c'est pas l'escalier ovale que vous voyez ici, mais un escalier qui est droit et qui part de ce niveau-là pour se rendre directement dans cette grande salle voûtée. Le contexte dont je vous parle maintenant, c'est celui qui se trouve ici, dans cette tour, c'est-à-dire au plus bas niveau des différentes occupations de cet ouvrage. Et vous voyez ici à gauche la tour en question dont vous voyez deux types d'ouvertures. Ici une meurtrière, donc qui date de l'époque médiévale et qui roule à voilà, qui date de l'époque médiévale, et ici une autre ouverture horizontale, cette fois beaucoup plus large, qui est en réalité une canonnière. Et c'est précisément pour l'établissement, pour cette modification architecturale liée à l'évolution de l'armement du château, on peut dire à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, que le contexte que je vais vous commenter, et qui a offert tant de matériel, a été réalisé. Donc vous voyez ici le contexte. En réalité, il s'est agi à cette époque-là de rehausser le niveau qui était celui de cette tour, le niveau le plus bas qui était celui de cette tour à l'époque du Moyen-Âge, pour l'exercice du tir par cette archère, pour rehausser le niveau, pour garantir au canon un niveau plus élevé pour pouvoir tirer, qui plus est sous un angle différent. Là, l'archère est disposée en direction de la porte d'accès du château, alors que les canonnières sont évidemment dirigées vers la plage et la mer, et donc étaient destinées à défendre véritablement la place de Dieppe. Donc ce niveau a été rempli, et les discussions avec Véronique Montambeau, qui est dans la salle et qui commencera tout à l'heure les cuire, ont confirmé qu'en réalité on a utilisé des matériaux de remplissage, du remblai, mais aussi tous les matériels cassés à disposition dans l'enceinte du château pour remplir cet espace et réaliser un niveau stable à hauteur de l'utilisation des canons derrière ces deux canonnières. Donc vous voyez ici, voilà les deux canonnières dont je vous parle, donc dirigées vers la plage et la mer. Et donc ce remplissage est en réalité donc un cul de basse-fosse au contexte très riche en matériel que vous allez découvrir maintenant et que vous pouvez découvrir bien entendu dans l'exposition. Les premiers éléments datants sont une série de monnaies et une plaquette que vous voyez ici, un teston du règne de Charles IX en argent de 1563, deux doubles tournois du règne d'Henri III, tous deux, l'un daté de 1580 et l'autre de 1583, et tous deux issus de l'atelier de Rouen. Enfin, un jeton du règne d'Henri IV, qui représente ici, en bas à droite, Henri IV représenté en Hercule, terrassant un centaure, je crois, et donc ça c'est au revers en bas à droite, et sur l'autre face, vous distinguez les armes royales d'Henri IV associées à celles des Médicis sur la partie droite du blason. Ce jeton est daté de 1620. Et enfin, une autre plaquette très intéressante, qui historiquement aura son sens un peu plus tard dans l'exposé, vous découvrirez
plaquette rectangulaire, qui n'est pas réellement une médaille ronde, donc, qui représente Rodolphe II, roi de Bohême de 1567 à 1612, plaquette en bronze moulée à partir d'une médaille connue d'Antonio Abbondio, datée de 1577. Il s'agit d'un surmoulage, c'est-à-dire que quelqu'un a moulé la médaille originale pour en faire une plaquette en bronze. Je reviendrai encore une fois sur les raisons et les circonstances de la présence de ce portrait inattendu de Rodolphe II dans l'enceinte du château de Dieppe. Voilà, le plus vaste ensemble qu'a livré ce contexte de remplissage est en réalité un ensemble de plus de 200 céramiques. En réalité, je prends en compte quelques 250 si on compte les objets en terre cuite. Également, vous avez, comme tel que représenté dans l'exposition, une série de céramiques utilitaires. Ici, donc des pots en terre vernissée, ce sont des pots à cuire, ce sont des pots pour présenter les aliments, voire éventuellement les transformer, comme cette jatte conique que vous voyez en bas à gauche, avec une sorte de bec qui était peut-être utilisée pour la présentation des liquides, mais également peut-être aussi pour ce que certaines études ont pu, parallèles en tout cas, ont pu montrer, pour extraire la crème du lait lorsque on mettait le lait crémeux dans ce récipient et on versait dans le bec et la crème était extraite directement. Voilà, donc vous voyez cet objet-là. Vous avez également en bas à gauche deux couvercles en terre cuite vernissée, l'un plus orné que l'autre. Vous avez en haut à gauche des pots à cuire, tout simplement. C'était des casseroles qu'on présentait devant la cheminée, donc qui étaient tous dotés, ce sont les deux en haut à gauche qui étaient dotés d'anse. Et vous voyez que systématiquement, la face opposée à l'anse est carbonisée, trace d'une exposition au feu dans l'âtre pour la cuisson des aliments. Et d'ailleurs, certains, je crois, deux de ces quelques 60 coquenards, comme on les appelle, là, deux, on conserve encore une partie de leur contenu, qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas fait l'objet, d'ailleurs, comme indice précise. Vous avez également un grand pot tripode qui est normalement une photo qui est prise avant l'installation complète de la vitrine. Il y a un deuxième pot tripode avec deux anses qui est en partie haute, qui lui aussi présente des traces d'exposition au feu. Et en bas, tout en bas au centre, vous avez une amphore espagnole d'importation qui montre que pour les autres poteries utilitaires, on verra également pour les céramiques de luxe, les poteries utilitaires, il y avait sur ce port qui était diète, des importations via des récipients en céramique, et ces amphores qui proviennent d'Espagne comportaient, et ça s'est attesté par à la fois des archives et d'autres découvertes dans les naufrages naviguaires espagnols. Ces amphores proviennent d'Espagne, ils transportaient de l'huile d'olive et éventuellement du vin. Dans la partie droite, vous avez des céramiques en grès, qui étaient davantage destinées à la conservation des aliments, à leur transport, comme par exemple le grand saloir qui est en haut, une gourde que vous voyez ici avec un long goulot au centre en bas, qui est typique des productions de Martin Camp entre à la fin du XVe siècle, avec des exportations connues vers l'Angleterre, et jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis différents pots, dont toute une série d'albarelles, donc des pots qui étaient destinés à conserver des onguents, par exemple. Certains de ces poteries, bien qu'utilitaires, présentent des décorations particulières, comme ce pot-ci, qui est un grand pot globulaire, probablement comme un pot de conservation des aliments. Vous voyez que l'anse est particulièrement décorée avec des marques de pouce pour fixer les anses, qui est une marque assez typique et connue pour l'atelier de Martin Camp. Martin Camp, c'est un atelier de potier qui a duré jusqu'en 1916. L'origine est fixée vers la fin du XVe siècle et qui est connu pour fixer ses anses avec ses marques de pouce caractéristiques. Autre type de céramique, donc des carreaux de pavage, bien entendu. Donc l'exposition montre les carreaux de pavage que Jean Angot a pu faire installer sur les sols du château, mais aussi sur son manoir de Varangélisme, mais aussi dans sa demeure bien connue de la Pensée, qui était sur les quais à Paris IV, et dont je rappelle qu'il était une des plus belles maisons à colombage de Normandie, connue par les archives, mais dont on n'a malheureusement aucune représentation. En bas, à droite, vous avez quelques figures, enfin plutôt quelques fragments, ou deux fragments d'une figurine de joueurs de cornemuse, elle aussi en céramique vernissée, qui nous rapproche des productions de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, connues à cette époque-là, dans la suite des fabricants de rustiques figurines, qui étaient par exemple Bernard Palissy, et puis le morceau de droite figure un morceau de pain de brioche, mais d'une terre différente du joueur de cornemuse, qui a dû appartenir à un autre motif de figure
strictement ornementale. Voilà, autre élément, autre gros groupe de céramique, c'est évidemment, et de divers produits des arts du feu, c'est la vaisselle de table du gouverneur, avec aussi tout un lot de faïences différentes que je vais vous présenter en détail. Donc ici des faïences françaises et d'importation, et également des verreries. Alors dans les faïences françaises, les faïences blanches, donc, vous avez quelques pièces très intéressantes, notamment donc, des assiettes, cette assiette plate toute simple, probablement donc, des productions plutôt françaises qu'on peut rapprocher de Nevers, éventuellement de Lyon. Pas de Rouen précisément, puisqu'on sait que les faïences de Rouen commencent le siècle suivant, les grandes faïenceries de Rouen commencent au XVIe siècle, au XVIIe siècle, pardon, avec les poteras, bien entendu, qui sont les lanceurs de cette production rouennaise. Donc ici, plutôt des pièces qui proviennent d'autres ateliers, puisque je rappelle que les dates fournies par les éléments, les monnaies notamment, nous permettent de situer ce contexte archéologique avec un remplissage entre 1575 et le quart du XVIIe siècle, c'est-à-dire environ de 1625, de manière uniforme. Donc voilà, assiette blanche, une seule assiette signée, donc vous découvrez ici la couverture, la signature malheureusement partiellement conservée, ce qui ne permet pas au jour d'aujourd'hui, en tout cas, à notre connaissance, de déterminer de quel atelier provient cette pièce. Et puis ces fameux plats à baudron très beaux, dont on connaît en fait 4 exemplaires, celui-ci est le mieux conservé. On a aussi des plats, un deuxième plat à double série de baudron. Les baudrons sont ces motifs ovoïdes que vous retrouvez sur tout le pourtour. Et nous possédons également les fragments de 2 plats avec une seule série de baudrons. Donc, ce sont des plats posés sur pied-douche. Je ne vais pas montrer la hypothétique du profil de ce plat. Ce sont des plats qui sont assez connus dès la première moitié du XVIIe siècle et qui sont représentés par exemple dans certaines peintures hollandaises bien connues de nature morte. Pas seulement hollandaises d'ailleurs, mais françaises également. Une autre série de faïences a été trouvée dans ce contexte, celle décorée avec ces motifs dits a compendiario, c'est-à-dire des motifs à l'économie qui se résument à 3 teintes que vous découvrez ici sur le plat de gauche plus facilement, avec ce pouto. Donc le pouto est dessiné en bleu, avec des oxydes de cobalt. Le jaune, c'est du manganèse. Et vous avez du brun, donc vous avez ici 3 teintes au lieu qui sont donc un procédé moins riche, inventé donc en Italie, du côté de Faenza. Donc on peut estimer que ces plats peuvent provenir de ces régions, en 16e, début 17e. Donc un premier motif de couteau, et un deuxième plat qui lui a une forme plus intéressante. Les baudrons sont ici enroulés, c'est-à-dire qu'ils sont en spirale autour du centre du plat, et représentent une croix, motif un petit peu plus rare, je n'ai pas trouvé beaucoup d'exemples. Et vous avez ici cet ensemble très caractéristique et d'une production connue également, connue dans une tranche chronologique très restreinte, vers 1600-1610, produite aux environs de Gênes, donc en Ligurie, dans le nord de l'Italie, donc dans le golfe de Gênes. Et de cet ensemble de faïences bleues, nous avons donc les 4 plats présentés ici et 2 fragments légèrement de teintes différentes, mais tous présentant les mêmes motifs de croisillons en pétales sur le dos des pièces qui les caractérisent tous, ainsi que les petites guirlandes de volutes qui cernent les bordures et les lèvres des différents récipients. Voilà pour ces pièces caractéristiques. Ce type de décor bleu a été imité à son tour par les pays du nord de l'Europe, notamment en Hollande, et on peut très probablement attribuer à cette région de l'Europe le plat qui est à gauche ici, c'est une sorte de grande assiette creuse. Et parmi les faïences étrangères, on trouve également dans ce même contexte ce plat creux identifié comme de l'atelier de Montelupo en Toscane, et ce bol à oreille en faïence lustrée hispano-mauresque. Donc vous voyez que cette oreille avec les petits motifs de pétales sur l'oreille. Alors la faïence lustrée est une production qui s'étale de la fin du Moyen-Âge jusqu'à assez tard au XVIIe siècle, et qui a été produite dans l'est de l'Espagne, avec des oxydes de cuivre qui étaient ensuite lustrés, c'est-à-dire frottés après la cuisson. Je vous passe les détails
toutes les étapes de la cuisson de ces objets-là, et qui étaient frottés pour en rendre l'aspect métallique. L'idée de ces céramiques étant d'imiter en faïence, dans un procédé moins cher, la faïence métallique qui est évidemment beaucoup plus produite. Et donc cette faïence était exportée très largement, de nombreux musées présentent ce type d'objets. Les bols à oreilles sont beaucoup plus rares, et nous en avons un ici, donc là encore, preuve que par le port de Dieppe circulaire, c'est toutes ces productions étrangères. On se rapproche de Dieppe cette fois avec quelques productions là aussi assez rares du Beauvaisis et plutôt luxueuses, comme ces deux coupes en grès décorées ou repoussées, c'est-à-dire qu'avec une tige métallique ou autre, on poussait à travers la paroi fraîche, non encore cuite, pour faire ces petites perles que vous distinguez à la surface interne de ces objets. Et d'ailleurs, on distingue même les empreintes digitales sur le sommet de ces perles des personnes qui ont retenu le bâton pour qu'il ne traverse pas la paroi. Ces productions que vous voyez sont assez riches, donc décorées ici d'une fleur de lys à gauche et d'une étoile à 4 branches avec des doubles cercles à droite. Et la pièce de droite a perdu son pied, comme vous l'avez deviné sans doute, mais ce sont deux coupes strictement identiques. Elle a perdu son pied et son ombilic central, décoré d'un vernis très épais, bleu, assez caractéristique et connu pour des productions du Beauvaisis, pour des productions de luxe du Beauvaisis au XVIe siècle plus précisément. Et c'est précisément de cette même période probable que date le plat en terre vernissée du Beauvaisis que vous avez au centre et qui fait partie donc de la même découverte. Des céramiques utilitaires, j'en ai commenté quelques-unes. Vous en trouvez ici quelques exemplaires, les pots à cuire avec d'autres plats. La diapositive de la photo du bas à gauche représente une très vaste bassine d'importation espagnole. Vous avez les pots à grès que je commentais tout à l'heure ici. Et puis, parallèlement donc, à ces céramiques utilitaires, vous avez, issus du même contexte, qui n'a pas encore fait l'objet d'une étude véritablement détaillée, vous avez toute une série de verreries. Donc vous avez ici des verres à pied, une série de 4, dont un archéologiquement conservé entier. Des verres à pied à protome de lion, dont les dessins vous laissent deviner ici l'apparition de ces têtes de lion sur les 4 faces différentes du pied. Donc on a un lot de 5 exemplaires partiellement conservés de ces verres-là, plus toute une série de verreries de différentes formes que vous voyez ici. Au total, il y a plus de 55 verres à pied qui ont été découverts dans ce même contexte. Vous en voyez ici les exemples avec différents pieds plus ou moins richement moulés, probablement des importations italiennes, mais aussi, comme je l'espère, Marie Godet pourra nous en parler tout à l'heure, des productions à l'imitation des productions italiennes et vénitiennes en France même. Voilà, et parmi ces derniers verres de table, quelques exemples plus étonnants, donc, qui sont ici deux types de flacons différents. L'un en pâte opaque, blanche, bleutée, à gauche, avec des motifs de losange gaufrés dans la paroi. Donc ça, ce sont des motifs qui étaient obtenus par pincement de la pâte, j'imagine, et puis ce verre filigrané très caractéristique des productions vénitiennes sur le flacon de droite. Vous avez également des objets très particuliers, là encore, qui font l'objet de la communication de Marie Godet, comme cette bague à l'imitation des décors de Venise, probablement normande néanmoins selon les analyses qui vous seront livrées tout à l'heure, et ce très beau collier en anneaux de verre et perles pendantes que vous avez au centre, et puis cet élément de plaquage en verre dont on ignore finalement la destination d'utilisation. Voilà, vous aviez aussi du verre à vitre, ici de forme triangulaire, d'autres plaques de verre dont on distingue, selon, si vous les voyez sur les dessins, les traces de taille. Et là, on est vraiment sur les vitres du château qui ont été retrouvées dans ce même contexte. Et même une trace d'ombilique, c'est-à-dire la partie de la plaque de verre, la partie centrale qui était soufflée et ensuite décollée de la canne, puis une fois que le disque de verre a été soufflé et, dans sa dimension pleine, c'est alors qu'intervient la taille de ces plaques de verre dont on distingue normalement les stries circulaires. Voilà, et puis pour terminer, ce qui quelque part va faire l'objet du scoop que je vais vous annoncer, cette grotte artificielle qui fait l'objet d'une vitrine particulière dans l'exposition et dont les premiers éléments ont été identifiés lors de cette découverte de 1962. Donc, estimé à cette époque-là du début du XVIIe siècle. Là, vous avez la proposition des différents éléments qui composaient cette grotte artificielle, dont vous
vous imaginez les grottes artificielles, c'est un volume entièrement décoré de coquillages, comme ça s'est pratiqué depuis la Renaissance jusqu'au règne de Louis XIV, orné dans différentes parties de statues éventuellement, qui pouvaient faire l'objet de fontaines. Vous voyez, cette statuette de pierre cuite blanche de style maniériste possédait un trou entre les jambes et faisait pipi, en réalité faisait couler de l'eau sur un décor plus large qui pouvait être bordé de laitiers bleus, de différents types de coquillages, de mosaïques de galets, que vous voyez ici à droite, de coquillages intégrés, à ces parois de place. Vous aviez même parmi ces coquillages des coquillages d'importation d'Afrique du Sud, de Méditerranée, donc pas des coquillages locaux, et par exemple, en bas à droite, vous voyez une boule un petit peu orange, c'est un oursin en céramique qui faisait partie de ce décor, et vous voyez ici des algues qui, finalement, étaient réparties absolument partout dans ce décor de grotte. On en a retrouvé de nombreuses qui ajoutaient une teinte violette à ces teintes que vous voyez assez marquées déjà sur cette diapositive. Donc la diapositive, la petite statuette du sort, on en retrouve le portrait quasi exact sur la gravure de Salomon de Caux, qui, dans ses raisons des forces mouvantes, Salomon de Caux est un ingénieur diepois, hydraulicien, et qui publie dans ses raisons des forces mouvantes un catalogue des différentes grottes qu'il a pu édifier dans les cours d'Europe. Et vous voyez que la petite statuette qui est sur le chariot tout à fait à droite de l'image est quasiment le portrait craché de la statuette que nous avons retrouvée dans le château de Dieppe, ce qui oriente quelque peu l'attribution du décor à ce personnage, assez peu connu de l'histoire de l'art, notamment à Dieppe, et en tout cas injustement célébré. Il se trouve qu'en 2014, lors des derniers travaux d'aménagement du musée, dans la salle d'accueil, nous avons découvert, en démontant une vitrine, cette voûte que vous voyez à gauche, murée, et en démurant les premiers blocs, nous y avons trouvé ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire des alignements de lignes de bulots, plantés donc dans le plâtre, et dans l'intervalle une mosaïque de silex concassé, et vous le voyez tout à fait au fond, des teintes jaunes et rouges et noires, que vous distinguez à peine, qui sont donc des peintures qui se laissent deviner entre cette surface ornée avec les coquillages donc, qui ont été retrouvés en destruction dans le contexte de la Tour Nord, mais qui donc, par cette découverte, attestent que la grotte était en place à ce niveau du château, dans l'aile nord, dans la partie ouest de l'aile nord exactement, qui correspond actuellement à la boutique du musée. Et cette grotte qui jusqu'ici était d'attribution et de commande inconnue m'a été révélée, j'ai eu une annonce pas plus tard qu'avant-hier soir, donc c'est vraiment l'actualité toute fraîche de la recherche historique et archéologique, un historien de Poitiers qui étudiait les récits de voyage de Ludwig Friedrich de Württemberg-Montbéliard, qui se rend à Dieppe dans un voyage entre l'Angleterre, l'Écosse, l'Angleterre et la France, passe à Dieppe le 26 novembre 1608 et, dans la citadelle, déclare qu'il se trouvait une grotte de coquillages que le gouverneur avait fait faire. Ce gouverneur se nommait Monsieur de Sigogne. C'est l'époque de Charles Timoléon de Bozon, sieur de Sigogne, et c'est grâce à cet historien que la confirmation que j'attendais depuis 20 ans sur la commande de cette grotte artificielle nous est venue tout récemment pour éclairer de manière formidable le contexte de cette inauguration de l'exposition consacrée au château et au musée de Dieppe. Je vous remercie.